Bonjour, nous sommes le lundi 18 septembre et il est 14h30 passé, rue de la Providence. Je vais vous parler des rapports, des analogies entre notre corps et notre esprit, si on peut dire, d'une part, et de l'autre, entre la masse et le chef qui est la tête. Et souvent l'esprit est situé dans la tête, quelque part. Dans les deux cas, il y a une dialectique complexe entre le haut et le bas. Alors j'ai déjà beaucoup traité ces derniers temps de l'aspect social et je voudrais traiter maintenant plutôt de l'aspect physiologique, si on peut dire, mais qui est un aspect qui traite aussi quelque part de la dialectique de l'âme et de l'esprit, ou plus exactement de l'âme et du corps, soul and spirit, ou soul and body, d'accord, pour parler comme les salons londoniens que j'ai bien connus il y a 30 ans, soul and body. Et donc, nous devons faire attention à la relation que nous entretenons avec notre corps, avec les outils, les organes, les instruments que nous portons en nous, car si nous sommes appareillés avec des ordinateurs ou des portables, nous sommes déjà, et depuis des millénaires, appareillés du fait de nos organes, qui se comportent de la même façon que des machines, en fait. C'est pour ça que la question technologique est une question qui est aussi vieille que le monde, je dirais presque. Et le rapport que les travailleurs, que les employés ont avec leurs employeurs, sont-ils si différents des rapports que notre corps entretient avec notre esprit? Et on sait que parfois le corps subvertit l'esprit. Il se trouve que j'ai fréquenté récemment des personnes un petit peu, disons, déséquilibrées, un petit peu aliénées, et cela m'a mis sur la voie. Par exemple, quelqu'un qui dit que la seule chose qui compte dans l'amour est de servir une femme par son sexe, ça fait réfléchir. Ça veut dire que finalement, il est dominé par les employés, les outils de son propre corps. Et d'ailleurs, curieusement, et même pas curieusement, il est également dominé sur le plan de l'estomac, sur le plan digestif. Là aussi, comme si son corps, son estomac, ses intestins, son œsophage, lui dictaient sa loi, toujours au nom de l'utilité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la pseudo-utilité qui est toujours mise en avant. Je dis bien pseudo-utilité qui vaut aussi sur le plan social, car souvent on emploie des personnes supposément capables de nous aider, mais dont on pourrait très bien se passer, ou du moins dont on pourrait utiliser les services de façon beaucoup plus limitée et espacée. Donc notre corps risque d'abuser de nous, de notre âme, de notre esprit, tout comme nos employés, tous ceux qui veulent nous rendre service à un titre ou à un autre, peuvent abuser de nous et de nos moyens et de nos capitaux, éventuellement, capitaux de toutes sortes d'ailleurs. Donc voyez-vous qu'il me semble que le parallèle est assez légitime, d'ailleurs je suppose que je ne suis pas le premier à le proposer, mais en ce qui me concerne, ça faisait partie ça s'inscrit dans ma démarche intellectuelle, et donc c'est pas simplement par curiosité que je dis cela. Et il est clair qu'à certains moments, nous n'avons peut-être pas les mêmes rapports avec notre corps qu'à d'autres moments. Tout comme à certains moments, le chef n'a pas nécessairement les mêmes relations avec le public, avec le peuple,
qu'à d'autres moments. Vous savez très bien que j'attache la plus grande importance à la cyclicité. Et donc la cyclicité, par définition, elle gère la dialectique, elle gère les contradictions. Elle les distribue dans le temps. Et ça fait baisser la tension quand on sait qu'à tel moment, il y aura un renversement ou il y aura un changement. Et que ça obéit à des lois rigoureuses. Très important d'insister sur ce point. Nous sommes parfois disposés à déléguer du pouvoir, à condition que celui qui est porteur de ce pouvoir qu'on lui délègue le fasse de façon rigoureuse, sans aucune surprise. Donc nos subalternes sont censés être fiables, et ne prendre que le moins possible d'initiative, en tout cas ne pas nous réserver de surprises. Donc ils doivent se comporter de manière mécanique, si on peut dire, plus ou moins. Donc il y a des moments où effectivement nous contrôlons notre corps, nous ne voulons pas être l'esclave de notre corps, qui d'ailleurs lui-même est notre esclave. Et il y a toute une ambiguïté dans les relations. Tout comme nos esclaves, nous pouvons en être les esclaves. On pense au film avec Dirk Bogarde, le servant de Lausée. Je signale que parfois, ceux qui nous servent peuvent nous dominer, bien évidemment. En tout cas ponctuellement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous leur demandons. Quelque part, nous craignons, nous avons peur de notre propre liberté, de notre propre imprévisibilité, et par conséquent, nous établissons des garde-fous. Et ces garde-fous, ce sont les outils et ce sont les personnes que nous prenons à notre service. Et qui, quelque part, pèsent sur nous, dans tous les sens du terme, financièrement, psychologiquement, énergétiquement. Mais il y a un moment donné où on pèse le pour et le contre et on se dit finalement il vaut peut-être mieux quand même être encadré, être équipé, c'est-à-dire d'avoir une équipe autour de soi, un équipage. Donc, la notion de ce que nous avons en nous, ça c'est assimilable à ceux qui sont autour de nous, et notamment aux femmes. La femme est à l'homme ce que son estomac est à son corps et à son esprit. C'est un peu la même démarche. D'où le mot chef, qui veut bien dire la tête, effectivement, et qu'on retrouve dans capitaine, par exemple. Et il y a une éthique, par conséquent, qui se pose à ce niveau-là. On sait très bien que la question se pose de savoir jusqu'à quel point je dois être prisonnier de mes sens. Et mes sens, finalement, ce sont des outils, des organes qui sont censés nous aider, mais qui souvent nous possèdent, nous dominent, comme on l'a dit. Mais de la même façon, il y a une ambiguïté extraordinaire, en fait, qui s'instaure entre celui qui est servi et celui qui sert, qui se sert. Et je dirais même plus, je terminerai là-dessus, que celui qui est fonctionnellement construit pour servir a besoin de servir. Et quand il fait la grève, quelque part, il se détruit lui-même, de cette façon. Je dis ça comme cela, c'est un peu machiavélique de dire cela, mais vous savez que j'essaie de démystifier cette image de l'employé, qui est exploité par l'employeur. Alors qu'en réalité, l'employé, il est peut-être exploité par l'employeur, mais il est programmé pour ça, donc il a besoin de servir. Il souffre beaucoup de ne pas servir. Et à tel point, à telle enseigne que finalement,
il est désœuvré, comme on dit. Il est désœuvré s'il n'est pas utilisé. Et ça ne fait pas sens de ne pas servir pour quelqu'un dont c'est la vocation, dont c'est la mission, dont c'est la raison d'être de servir. Il a forcément besoin de servir. Et en servant, il acquiert du pouvoir. C'est pourquoi j'ai écrit récemment, enfin, dans des textes qui ne sont pas forcément mis en ligne, mais qui sont, parce que moi je prépare un gros travail qui reste inédit, mais dont des éléments peuvent paraître sous forme de petits articles, de petites vidéos, mais pas l'ensemble pour l'instant. Eh bien, pourquoi certaines personnes sont hostiles au revenu universel? Parce que, justement, l'idée de ne pas travailler, mais de pouvoir survivre financièrement, contrairement à ce que dit Marx, on ne paye pas les gens uniquement pour survivre, même s'ils pouvaient survivre, si on leur donnait de quoi survivre, eh bien, ils seraient frustrés parce que, en ne travaillant pas, en n'étant pas employés, ils ne peuvent pas exercer de pouvoir sur l'autre. N'oublions pas que celui qui sert obtient du pouvoir sur celui qui sert, domine. Et si l'on admet que beaucoup de gens ont besoin de dominer, ont besoin d'exercer du pouvoir sur ceux qu'ils servent, eh bien, en les mettant hors des circuits du travail, vous les privez de pouvoir. Ce qui montre bien que le travail n'est pas lié indissociablement aux besoins de survie matérielle. Le travail, c'est aussi quelque part une survie morale, morale au sens de la morale de la machine, de la morale de l'esclave, qui n'est pas la morale du Seigneur. Aussi, il faut, chacun a la morale qu'il mérite. Il ne faut pas considérer que dès qu'on emploie un mot, il a le même sens pour tout le monde, pour toutes les classes sociales, etc. C'est une absurdité. Il y a une morale de la machine, il y a une morale du serviteur, il y a une morale du maître, il y a une morale du créateur, il y a peut-être une morale divine, et ce ne sont pas les mêmes morales, les mêmes éthiques. Donc, là, je suis un peu en train de déconstruire peut-être la pensée marxiste en montrant que finalement, les gens ne travaillent pas uniquement pour vivre. Ils travaillent aussi pour fonctionner et pour exercer un certain pouvoir. Et toute personne qui est mise au chômage, même si on la paye, eh bien, on lui confisque sa petite part de pouvoir. De la même manière, nos organes, si on ne les fait pas fonctionner, eh bien, on les frustre du pouvoir qu'ils peuvent exercer sur nous, sur notre esprit, sur notre comportement.